Bienvenue à la Maison du développement durable. Je me présente, Claudie Garipi, je travaille aux communications de la Maison. On est ravis de vous recevoir pour le panel Les consommateurs face à la mort numérique, un événement réalisé en collaboration avec Options Consommateurs, un organisme membre de la Maison. L'événement d'aujourd'hui est web diffusé sur notre page Facebook, donc allô, les gens à la maison. Il nous fera plaisir de recevoir vos commentaires et vos questions. Ce sera votre façon de participer à la période de questions qui aura lieu à la fin du panel. Nous avons une très belle programmation cet automne à la maison. Je vous invite à prendre connaissance de nos événements en consultant notre site Internet, notre page Facebook, notre bulletin mensuel ou encore en vous procurant un dépliant qui se trouve dans notre présentoir à l'arrière, près de l'entrée. Finalement, j'aimerais remercier nos précieux partenaires de programmation sans qui il serait impossible de réaliser des événements comme ce soir. Hydro-Québec, le partenaire principal de notre programmation, la Ville de Montréal, le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse d'économie solidaire, qui est la coopérative financière des citoyens engagés, des entreprises collectives et des mouvements sociaux. Toujours dans le présentoir, à l'entrée, vous trouverez des cartes postales qui vous invitent à joindre le mouvement pour que votre argent serve à une économie plus juste, plus verte et plus solidaire. Merci également au Journal Métro, notre partenaire de diffusion. Sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de l'animatrice Lisa-Marie Haine. Bonne soirée. Merci, Claudie. Oui, vous pouvez prendre place. Donc, c'est dans le cadre des 35 ans d'Options consommateurs que nous offrons ce panel. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à notre prochaine conférence qui se tiendra le 5 décembre prochain, qui a pour terme « Qui est le consommateur du futur ?» D'ailleurs, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour nous connaître davantage et suivre les grands dossiers en consommation. Une autre façon de nous faire connaître, venez visiter notre site Web où vous pouvez trouver notamment une page sur les objets connectés où nous donnons des conseils et vous pouvez aussi visionner des vidéos pour les ados traitant de la réputation en ligne. Enfin, notre panel de ce soir. Le panel sera d'une durée approximative d'1 heure et nous vous réservons une période à la fin pour des questions. Comme nous diffusons en Facebook Live, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions sur Facebook. Les panélistes seront disponibles à la fin pour discuter et prendre une bouchée avec vous. En juin dernier, une étude révèle que 90 % des Canadiens utilisent Internet. Cette donnée ne vous surprend probablement pas, car vous en faites partie. Que font les gens sur le Web? Ils souscrivent à du contenu en ligne, comme Netflix, Spotify. Ils alimentent des blogs, ils ont des comptes Facebook, YouTube, Twitter, iTunes. Tout ceci génère bien des données et reflète la personnalité des gens. Mais qu'advient-il de ces données? Et où vont-elles? Sans plus tarder, je vous présente nos 3 panélistes dans le cadre de notre conférence « Les consommateurs face à la mort numérique ». Gary Deneau est entrepreneur en technologie et conférencier depuis 2012. Son livre « Traces virtuelles » sera disponible dès demain sur son site Internet Traces virtuelles. Alexandre Plourde, avocat chez Options consommateurs depuis 2013, passionné du droit de la consommation, Maître Plourde profane tout particulièrement les institutions financières et les grandes entreprises technologiques. Dans le cadre de son travail, il a réalisé plusieurs rapports de recherche portant sur la protection des consommateurs dans le contexte numérique, dont une recherche sur la mort numérique réalisée avec le soutien financier du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Dans ses temps libres, Maître Plourde s'emploie également à compléter une maîtrise en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal. Enfin, Nadia Sareyeko est chroniqueuse techno à Ici Première, émission moteur de recherche, animatrice et conférencière. Elle est aussi doctorante en communication et chargée de cours des médias et au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Après avoir pratiqué le journalisme culturel, elle a travaillé en relations publiques et en communication numérique pour des organisations comme la Ville de Montréal, Via Rail et le Musée des beaux-arts du Canada. Elle a co-signé l'ouvrage « Les médias sociaux 101 » et elle blogue depuis 2002 à cheznadia.com. Il est maintenant temps de passer la parole à Gary. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'être ici ce soir. Donc, ma partie à moi, c'est un peu expliquer c'est quoi les données numériques, pourquoi notre identité est si importante pour les entreprises. Puis, je vais commencer avec une petite vidéo.
qui explique c'est quoi qui vaut de l'argent pour les entreprises. The road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you follow the Donc, c'est un film qui date environ, je veux dire, une dizaine d'années. On voit l'acteur, Tom Cruise, qui se promène, puis à chaque pas, les données qui sont recueillies dans le centre d'achat créent instantanément une publicité expressément pour lui avec son nom, sa grandeur, tout ce qu'il a acheté dans le commerce où est-ce qu'il va rentrer. Dans son cas, je pense que ça va être des souliers, ou pas des souliers, mais des pantalons. Donc, le rêve ultime des entreprises, c'est avoir l'information en temps réel au moment où est-ce que vous êtes positionné en géolocalisation. Vous marchez sur Sainte-Catherine, quelqu'un passe, il y a une publicité qui est envoyée soit sur votre téléphone, soit sur votre montre pour vous inciter à consommer. La vraie valeur de Facebook, Twitter, Instagram, donc, c'est les données qu'ils ont sur nous. C'est la ruée vers l'or. Tout le monde veut avoir le plus d'informations sur chacun de nous. Donc, l'idée, c'est un petit peu de sensibiliser les gens à qu'est-ce qui se passe quand on pèse sur Enter. Parce qu'à toutes les fois qu'on écrit quelque chose et qu'on envoie ça dans le web, on laisse une trace. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, une douzaine d'années, ça m'a un peu marqué de voir que les gens dépensaient de l'argent virtuellement. J'ai commencé en 2005 à m'intéresser à ce sujet-là. Il y a une entité qui s'appelle Second Life qui existe encore, qui est une réalité virtuelle. C'est un monde virtuel sur lequel on peut passer presque notre vie à naviguer. On se crée un avatar, on dépense de la vraie argent. C'est un petit peu là que ça m'a allumé, que les gens dépensaient de l'argent réel pour consommer des choses qui étaient virtuelles. Depuis ce temps-là, je m'intéresse un petit peu à notre identité. Donc, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que tout ce qu'on laisse, ce n'est pas juste Facebook. Facebook a beaucoup de données, mais c'est beaucoup plus que ça, notre identité virtuelle. Et il y a évidemment la valeur monétaire. À toutes les fois qu'on parle de ce que ça vaut, notre identité, il y a une étude qui a été faite sur McAfee Security en 2011, qu'on laisse en moyenne 35 000 de valeur quand on décède. C'est de plus en plus la valeur émotive. Exemple, Justin Ellsworth, c'est un soldat américain qui est décédé il y a plus de 10 ans, qui était en Afghanistan, qui s'est fait tirer malheureusement au combat. Puis son père, la seule façon qu'il communiquait avec sa famille, c'était via les courriels avec Yahoo. Puis il s'échangeait, c'était un concours. C'était un concours. Il n'y a plus de son. Hein? C'était un concours de savoir qui avait le plus beau coucher de soleil. Puis, à son décès, malheureusement, son père avait perdu quelques images, quelques photos. Il voulait avoir le compte. Évidemment, Yahoo, dans l'ère politique, on dit non, on ne vous donne pas accès parce que le détenteur du compte est décédé. Il est allé en cours, a réussi à avoir la majorité des informations qu'il avait besoin, mais c'était un des premiers cas où est-ce que les gens n'étaient pas prêts à gérer le décès puis l'identité ou l'équité qu'on avait à notre décès au niveau numérique. Même chose, petit garçon, Eric Rash, garçon de 15 ans, tout allait bien, les parents n'avaient aucun signe de détresse, puis il voulait aller à Harvard, à l'école. Malheureusement, se suicide en arrière de la ferme familiale. Les parents demandent à Facebook pour avoir accès au compte, pour essayer de comprendre, est-ce qu'on peut avoir un signe, est-ce qu'on peut avoir une façon d'identifier qu'est-ce qui aurait pu se passer, peut-être qu'il y aurait eu de la communication avec des amis, voir c'est quoi qui aurait pu nous indiquer qu'il y avait un problème. Facebook, on dit non parce que le détenteur du compte, malheureusement, était décédé. Les parents, tout ce qu'ils ont eu, c'est des captures d'écran, mais ils n'ont pas eu l'accès au compte, puis ça a été obligé d'aller en cours. Le cas où est-ce que moi, personnellement, ça m'a vraiment interpellé, puis qu'on a commencé peut-être à plus de notre côté, à nous, à aider ces petits garçons Ryder, un ami de la famille, où est-ce qu'on voit vraiment le besoin d'en parler. Puis ça, je ne le mettrai pas assez clair, je pense. Il faut parler autant de... Si on parle d'un document de fin de vie, si on parle de se préparer, évidemment, peu importe l'âge, de dire j'ai un testament, j'ai de l'immobilisation, j'ai des choses réelles, mais il faut parler de notre identité numérique. Petit garçon atteint de la leucémie, décède malheureusement à 2 ans. Les parents n'ont pas réussi, puis on a essayé nous ont demandé un petit peu de conseils avant, on était proche de la famille.
comment gérer ça? Bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de façons, c'est d'en parler. Puis, justement, la mère a décidé qu'elle, son deuil le vivait à 100% sur le web. Le père voulait justement fermer tous les comptes. Puis, à cause de ça, ça a créé un litige, puis ils se sont séparés. Fait que ça, malheureusement, c'est un cas où est-ce qu'il faut apprendre à en parler, qu'il y a une réalité émotive énorme à voir comment on fait pour laisser la trace. Encore aujourd'hui, la page est active. Les deux le vivent de façon complètement différente. Puis, il n'y a pas de bonne façon de gérer ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre à en parler dès qu'on voit qu'il peut y avoir des situations un petit peu difficiles. Pour vous donner une idée, les gens de 65 ans et plus, on parle de 12 de leur histoire, de leur présence sur la planète qui est sur le web. À 45 ans, c'est 56 %. À 19 ans et plus, c'est 86 % de tout ce qu'on a comme souvenir qui est digital. Ça veut dire qu'on crée énormément, évidemment, de contenu. La grande question, quand on parle de fin de vie, d'essai, c'est à qui appartient tout ce contenu-là. Ce n'est pas très clair parce qu'aujourd'hui, on crée environ 300 heures de minutes sur YouTube à chaque jour. 300 heures de contenu à chaque minute est créé sur YouTube. C'est gigantesque. Donc, ça crée un inventaire qu'on n'a jamais vu. Les gens ne font que créer du contenu. On a plus qu'un téléphone actif. On est rendu à 2,1 téléphones actifs par personne sur la planète. Donc, c'est l'outil qu'on utilise le plus pour communiquer, partager des souvenirs. Ce que ça fait, c'est qu'on prend plein de photos, on prend plein d'images, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec au décès, juste pour donner une idée au niveau de la valeur. Puis là, je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On dirait que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je m'excuse. C'est une photo qui a été prise aux Oscars il y a 2-3 ans. Pour vous donner une idée de valeur, cette photo-là qui était quand même planifiée d'avance, mais pas jusqu'à la fin, c'est Ellen DeGeneres qui était l'hôtesse de la soirée. Puis, elle dit à ses amis, venez, on va prendre une photo avec son téléphone Samsung, commandité par Samsung. Puis, elle passe le téléphone à Bradley Cooper. Elle prend la photo. Puis, cette photo-là, originale, avec les droits d'auteur, évaluée, là, puis je vous dis, c'est validé par des grandes firmes de marketing à 1 milliard. La vraie photo avec tous les droits, là. Par contre, à qui appartient la photo? Puis la seconde que cette photo-là a été prise dans le temps, ça a battu des records de vélocité de partage sur le web. Et tout de suite, les avocats se sont mis à dire à qui appartient la photo. Bien, Ellen DeGeneres, elle a pris la caméra et elle l'a prêtée à Bradley Cooper. Donc, la caméra appartient à Mme DeGeneres, mais puisque c'est Bradley Cooper qui a pesé sur le bouton, la photo lui appartient à lui. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas vécues encore. C'est des cas extrêmes, des cas farfelus. Ça ne nous atteint pas nécessairement dans notre vie courante, mais la propriété des documents qu'on crée sur le web, c'est encore un grand questionnement. Et le problème est qu'à notre décès, puis je parle du décès, puis il ne faut surtout pas oublier que c'est la même chose en cas d'invalidité. Les gens, on a tendance à penser en fin de vie, mais en cas d'invalidité, il faut aussi avoir la même réflexion. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on crée? Que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, puis je vais arriver un petit peu plus tard là-dessus. Excusez-moi. On crée tellement de contenu, puis malheureusement, la quantité, le volume fait qu'on a de la misère à être prêt à partager tout ça. C'est qu'on laisse un spaghetti à nos héritiers. Donc, on laisse des gigahertz de contenu, puis on ne sait pas trop comment identifier, puis les gens vont dire, bien, on va les laisser gérer ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils se ramassent avec 2000 photos qui c'est identifié IMG 001, IMG 002, IMG 003. Puis là, tu as 500 photos que c'est la même chose sur la plage que quelqu'un qui marche. Puis après ça, tu as 200 photos que c'est la même chose que ma femme qui a mangé le spaghetti qui était fantastique, puis mon enfant qui a sauté. Ce qui fait que les gens prennent delete, ils effacent tout, puis on s'efface. On efface les souvenirs qui sont importants pour nous. Excusez-moi. Donc, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui arrive en bout de ligne à notre décès au niveau numérique? En fait, il ne se passe rien tant qu'il n'y a personne qui dit que vous êtes décédé.
Puis c'est un petit peu à partir de là qu'il faut prendre action. Où est-ce qu'il faut en parler à notre entourage? Puis dans le processus qu'on fait à tous les jours, évidemment, il y a le processus de création. On crée du contenu à chaque seconde. On est en train de créer du contenu en ce moment même. Il y a le traitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec, une fois qu'il est créé? Est-ce que c'est un fichier photo, un fichier vidéo? Comment qui est identifié? Ensuite, c'est l'organisation. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met sur une clé USB, puis on le met dans notre tiroir? Puis à notre décès, il y a 28 clés USB avec plein de choses, puis il n'y a rien de marqué, puis c'est correct, quelqu'un va s'en occuper. Encore là, il y a des heures de vidéos, de photos, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec. Et à la fin, préservation. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, la barbe blanche, je suis encore à l'âge que moi, les VHS, je me souviens de ça. J'ai des vidéos de la famille en 8 mm, en 16 mm. Il y a une pérennité à ça, il faut faire attention. Si on a des souvenirs qu'on veut absolument garder, il faut penser à les préserver d'une façon X. Le digital, c'est bon, mais pas juste sur un disque dur. Un disque dur, ça peut s'endommager. Encore la photo papier, c'est excellent. Ça dure une 50aine d'années si c'est bien préservé. Donc, si on a des images, on a des souvenirs, on a des choses qu'on veut garder, il faut prendre le temps de les identifier puis les mettre de côté pour les gens qui vont s'occuper de nous, soit à notre décès ou en cas d'invalidité. Donc, la grande recommandation, en partant, c'est qu'il faut en parler. La même chose qu'on va parler d'un testament normal, il faut parler à notre famille. Évidemment, il faut en parler à notre notaire qu'on a des choses qui sont là, qui sont importantes. Le point qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que la ligne entre le côté personnel et le côté professionnel, elle n'existe pas. Des gens qui vivent en communication, qui vivent en commercialisation, qui vivent dans le monde de détail, souvent vont bâtir leur business avec leur nom à eux. Donc, la portion personnelle, professionnelle est mêlée, elle est difficile à segmenter si jamais il y avait une coupure à faire. Ça veut dire que la business, elle commence où si jamais il arrivait quelque chose? Quelqu'un qui vient nous voir, qui est arrivé, un homme d'affaires qui avait 2 vies, il dit, bien, comment je fais pour empêcher que ma femme, mes enfants sachent que j'ai une autre vie avec quelqu'un d'autre? Bien, oublie ça, c'est impossible de tout cacher. Donc, il faut penser d'avance à comment on gère tout ça. Est-ce que si je disparais demain matin, ça peut nuire à mes partenaires, ça peut nuire à mes employés, ça peut nuire à ma famille? Comment je fais pour préparer ça? Bien, la première chose, c'est qu'il faut en parler. Après ça, bien, il faut archiver. Donc, quand je parlais on a un spaghetti de contenu, il faut identifier les téléphones, si on en a un, si on en a 2 qui sont actifs, qu'il y a des données, que ce soit des clés USB, des disques durs, des portables. Il faut identifier où est-ce qu'il y a du contenu qui est important pour nous. Évidemment, il faut l'identifier. Donc, il faut dire, bien, j'ai fait un fichier que les photos de mariage, les photos des enfants que j'aimerais préserver si jamais il arrivait quelque chose qui soit là, bien, il faut prendre le temps de dire, bien, voici où est-ce que c'est, puis j'aimerais ça que vous fassiez attention à ça. Ensuite, bien, il faut être capable de donner des accès. Donc, c'est où, s'il y a un mot de passe, tenter, puis ça, c'est très litigieux, tout ça, là, comment on fait de donner l'accès, est-ce qu'on le fait de notre vivant? À notre décès, est-ce que l'accès est encore valable ou non, ou valide? Donc, il faut prendre le temps d'en parler encore là pour être capable de donner accès aux gens. Les 2 points les plus importants, c'est nommer quelqu'un. Donc, nommer un exécuteur numérique. C'est important parce que là, ça prend quelqu'un qui a confiance. Donc, si cette personne-là a accès à vos données de votre vivant, évidemment, si vous avez des choses à cacher, cette personne-là, théoriquement, peut les voir. Donc, il faut avoir une question de transparence. Et surtout, nommer quelqu'un qui a une base technologique minime. Donc, quelqu'un qui est capable de réinitialiser un mot de passe. Idéalement, on a un courriel qui est notre courriel maître qu'on peut tout rapatrier. Exemple, si on ouvre des comptes sur Adobe, on a des abonnements, on crée des dessins, peu importe. Donc, les gens vont être capables au moins de rapatrier, s'ils n'ont pas l'accès direct, avec un courriel maître. Donc, c'est important de nommer quelqu'un qui a de l'expérience à naviguer dans tout ça. Puis, le plus important, c'est de donner des instructions claires. Quand je disais
des cas où est-ce que les gens vont si on peut le préparer, si on a un document de fin de vie qui nous dit, bon, bien, à mon décès, j'aimerais que ma page Facebook soit fermée, mon compte Instagram continue, mais de façon statique, donc les gens ne pourraient pas continuer de publier des choses, mais ils pourraient avoir accès à ce qui a été là dans l'historique. Le compte email, Hotmail, j'aimerais ça qu'on ne le ferme pas. Puis là, il faut donner des accès à quelqu'un d'autre. Donc, c'est de donner des instructions très claires, puis comprendre c'est quoi l'impact qu'on a si jamais on n'est plus là. Donc, de voir que les gens, ce n'est pas soudainement qu'ils apprennent que telle personne est décédée pour plein de raisons, dans un cas où est-ce que ça pourrait nuire autant à la famille, excusez-moi, autant à la famille, donc s'assurer que tout le monde est au courant, parce que le web aujourd'hui, le problème qu'on voit, c'est la vélocité prime sur la vérité. Donc, c'est ce qui est le premier qui dit quelque chose qui gagne sur est-ce que c'est vrai ou non. Donc, les gens ont soif de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Donc, tout de suite, s'il y a quelque chose de tragique, les gens vont le partager. Donc, il faut être un petit peu prêt à ça. Il faut commencer à en parler, puis savoir que si ça a un impact, on a des enfants, on veut être certain qu'ils sont avisés. Sur Facebook, ça va très vite. Donc, il faut tout simplement avoir des instructions claires sur comment on s'approche de ça. Donc, c'est mon petit bout à moi. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, merci Gary, c'était particulièrement intéressant. De mon côté, je vais aborder un angle peut-être qui est un peu plus différent que ce dont Gary a parlé. Je vais me... Ah, voilà. Je vais me concentrer sur les aspects juridiques de la mort numérique. Donc, qu'est-ce que la loi au Québec, elle prévoit lorsqu'une personne décède, quant au sort de ses données numériques, toutes les données dont Gary parlait qui sont hébergées en ligne sur les comptes des grandes entreprises technologiques. Et d'emblée, je dois dire que la loi, elle est fort incertaine, elle est fort mal adaptée au contexte numérique actuellement, aux enjeux qui sont soulevés par la mort numérique. Les lois, elles n'ont manifestement pas été conçues pour répondre aux enjeux qui sont soulevés actuellement par la mort numérique. Elles ont été adoptées à une époque où Internet occupait une place beaucoup moins importante dans nos vies. Il n'y a pas vraiment non plus de décision des tribunaux judiciaires qui couvrent ces questions-là, de sorte qu'on avance un peu dans le noir, là, à savoir quelle loi s'applique d'une part, puis comment qu'elle s'applique d'autre part. Et aussi, et je vais y revenir un peu à la fin, il y a aussi un enjeu d'effectivité du droit là-dedans, c'est-à-dire que les lois disent certaines choses, mais la façon dont ça se passe en pratique, souvent, elle est tout autre. Les pratiques des entreprises technologiques ou des proches peuvent être tout autres que ce que la loi prescrit dans certaines circonstances. Donc, essentiellement, les prochaines minutes, je vais me concentrer sur 2 questions relatives à la loi et la mort numérique. Donc, la première question, c'est une question relative à l'accès des proches aux données numériques d'une personne décédée. Donc, est-ce que les héritiers ont le droit d'accéder aux données numériques d'une personne décédée? Donc, lorsque la personne meurt, est-ce que ces héritiers peuvent accéder à son compte Facebook, son compte Google, son compte courriel? Est-ce que la loi leur donne du moins le droit d'y accéder? Deuxième question, on va porter davantage sur le respect des dernières volontés de la personne. Donc, est-ce qu'une personne peut émettre des volontés contraignantes de son vivant quant au sort de ses données numériques? Donc, est-ce que je peux dire à Google et à Facebook, est-ce que je peux l'exiger, est-ce que j'ai un droit finalement prévu dans la loi qui me permet de dire à Facebook, je veux qu'après ma mort, mes données soient toutes supprimées, je veux que vous les conserviez pour toujours, je veux que vous les transmettiez à quelqu'un. Et je vais terminer avec quelques solutions là, en lien avec le droit étranger à cet égard-là. Donc, première question, la question de l'accès aux données. Je dirais que les pistes de réponse à la question de l'accès aux données par les héritiers, elles sont essentiellement prévues dans les lois sur la protection de la vie privée. Au Québec, on a 2 lois qui encadrent les entreprises qui recueillent, qui utilisent, qui communiquent des renseignements personnels. Les entreprises sous juridiction fédérale sont encadrées par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Les entreprises sous juridiction provinciale sont encadrées par la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, deux lois avec des titres qui sont très semblables et qui prévoient aussi des obligations qui sont essentiellement les mêmes, là. Donc, les lois prévoient, par exemple, des obligations d'information. Donc, lorsqu'une entreprise recueille mes renseignements, elle doit me dire quels renseignements qu'elle recueille sur moi, qu'est-ce qu'elle a l'intention d'en faire. Elle doit obtenir, du moins théoriquement, elle doit obtenir mon consentement pour ce faire. Ces lois-là balisent aussi le droit d'accès, donc la capacité que je peux avoir, le droit que je peux avoir d'accéder aux renseignements personnels sont détenus par moi, par une entreprise. Et bon, contiennent aussi des obligations relatives à la sécurité. Donc, les entreprises ont une obligation de protéger les renseignements personnels aux moyens de mesures de sécurité adéquates et d'en garantir aussi la confidentialité, ne pas donner accès à n'importe qui à mes renseignements personnels. Et ce qu'il faut comprendre, contrairement à certaines croyances, les entreprises technologiques que sont Facebook, que sont Google, que sont Microsoft, sont tout autant assujetties à ces lois-là que n'importe quelle autre entreprise, hein. Et toutes les données constituent notre empreinte numérique, notre identité numérique dont parlait Gary, qu'on parle d'un statut Facebook, d'un tweet, d'un courriel, de la messagerie privée, des photos, des vidéos, même des métadonnées comme l'historique de navigation, par exemple. Toutes ces données-là vont généralement bénéficier de la même protection légale que n'importe quel autre renseignement personnel. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que les lois sur la protection de la vie privée ne s'appliquent pas. Ceci étant dit, les obligations de ces lois-là aussi, elles subsistent après la mort d'une personne. Donc, lorsqu'on décède, la confidentialité des renseignements personnels, elle doit être préservée même après la mort d'une personne. Ce que nous dit la loi provinciale, par exemple, elle nous dit qu'une entreprise ne peut pas communiquer mes renseignements personnels à un tiers pendant 30 ans après ma mort. Donc, si un proche, après mon décès, demandait d'accéder à mes renseignements personnels, d'obtenir copie de mes renseignements personnels, la loi ne permet pas à l'entreprise de donner communication de ces renseignements personnels-là, du moins sans que j'aie donné mon consentement à cet effet-là de mon vivant. De sorte que les lois sur la protection de la vie privée au Québec ne donnent pas de droit d'accès aux proches. Ça n'existe pas un droit d'accès pour les proches de manière générale. Évidemment, les héritiers ou les liquidateurs d'une succession, de manière très exceptionnelle, peuvent avoir accès aux renseignements personnels d'une personne décédée. Ce que nous dit la loi provinciale, c'est que leur accès va être limité à des motifs d'intérêt, pour des motifs qui sont liés à leurs intérêts économiques directs. Donc, c'est très restrictif. Ce que ça pourrait vouloir dire intérêt économique direct, ça pourrait être, par exemple, pour contester un testament ou pour faire une réclamation d'assurance-vie. Dans ces circonstances-là, je pourrais avoir accès aux renseignements personnels d'une personne décédée. Cependant, il n'y a rien dans la loi qui me permet d'accéder aux renseignements personnels d'un défunt pour des motifs de compassion, par exemple. Donc, si j'ai un proche qui est décédé dans ces circonstances tragiques, puis je veux accéder à ses courriels ou à son compte de messagerie, sur Facebook, par exemple, je n'ai pas de droit pour ce motif-là, pour comprendre les circonstances de son décès. La loi ne me donne pas de droit d'accéder à ces comptes-là. Puis évidemment, à ma plus forte raison, tout ce qui est données numériques, tout ce qui peut être des souvenirs de famille ou des données qui ont une valeur sentimentale, il n'y a pas de disposition dans la loi qui permet d'accéder à ce type de données-là lorsqu'une personne est décédée. Évidemment, le problème qu'on voit, est assez évident, c'est-à-dire que les lois sur la protection de la vie privée, elles se montrent peut-être trop restrictives pour le contexte numérique actuel, où nos vies sont largement dématérialisées. Comme je le disais tantôt, ce sont des lois qui ont été adoptées avant l'ère numérique, qui se montrent à une époque où peut-être nos souvenirs de famille et tout ça ne se trouvaient pas dans des comptes en ligne exploités par des grandes entreprises. Donc, évidemment, la solution légale qui se profile, ça serait vraiment de permettre des accès plus larges pour les héritiers dans le contexte numérique. Problème d'adaptation, je dirais aussi un autre problème, peut-être problème d'incertitude dans la loi, c'est-à-dire que les lois sur la protection de la vie privée rentrent en conflit avec d'autres domaines du droit lorsqu'une personne décède, et principalement le droit des successions. Quand je parle de droit des successions, je parle de toutes les règles légales
qui décide ce qui advient des biens d'une personne lorsqu'elle meurt. Donc, tout ce qui est l'encadrement des testaments, la dévolution légale des biens, donc qui reçoit quoi lorsque la personne meurt, le déroulement de la succession, la liquidation, tout ça, tout ce qui est réglé finalement par un notaire lorsqu'une personne décède. La question que le droit des successions soulève, c'est est-ce que je pourrais hériter des données numériques d'une personne? Est-ce que je pourrais hériter du contenu de son compte Facebook? Est-ce que ça pourrait passer dans la succession comme j'hérite de la maison d'une personne, comme j'hérite de son argent, comme j'hérite de tout autre bien que la personne pourrait avoir? Et je dirais que la réponse à cette question-là, elle est hautement incertaine et elle est hautement débattue. Ça mène à des débats juridiques assez théoriques que je n'explorerai peut-être pas en détail avec vous, peut-être simplement pour dire que les contrats, les conditions d'utilisation qu'on a auprès des entreprises technologiques contiennent à peu près toutes des stipulations qui vont dire, lorsque la personne meurt, votre compte est non transmissible, non cessible, vous n'avez pas le droit de partager votre mot de passe, votre compte est à titre personnel. Et toutes ces stipulations-là sont autant d'entraves à l'application de toute façon du droit des successions, même si on voulait l'appliquer dans ces circonstances-là. Bien sûr, il y a quand même pas mal de confusion et il y aurait tout à fait lieu là, de clarifier au niveau législatif là, ces situations-là pour mettre fin à certains débats et à certaines difficultés juridiques. Ce qui m'amène à parler de la deuxième question, qui parle plutôt du respect des dernières volontés. Donc, est-ce que la loi me permet d'imposer mes dernières volontés à Google, à Facebook? Est-ce que la loi me permet de dire à Facebook je veux que vous supprimiez tout lors de mon décès ou je veux que vous transfériez mes données à mon décès? Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de disposition spécifique à cet égard-là dans la loi. Les lois sur la protection de la vie privée reposent sur le contrôle de la personne sur ses données. Il y a des principes de contrôle de la personne, de ses renseignements personnels, sur le consentement à leur utilisation. On pourrait probablement faire des arguments comme de quoi ça donne le droit de la personne de faire des directives contraignantes, mais ce n'est pas du tout clair dans la loi. Et pourtant, dans d'autres domaines du droit, des dispositions spécifiques à cet effet-là, ça existe. Par exemple, dans le Code civil du Québec, on trouve une disposition qui parle du respect des dernières volontés de la personne concernant les funérailles, concernant la disposition de son corps. Ces directives-là de la personne peuvent être émises d'une façon très flexible, donc verbalement ou par écrit. Ça peut être émis, ces directives-là, quelques heures avant le décès de la personne, par exemple. Ces directives-là sont contraignantes aussi, donc c'est-à-dire que les héritiers doivent respecter, dans la mesure du possible, ces directives-là. Mais ça n'existe pas, ce genre de choses-là, dans le domaine de la protection de la vie privée. Il n'y a pas d'article spécifique dans la loi qui prévoit ça. Donc actuellement, le problème qu'on est confronté, c'est que les volontés d'une personne, même si elle émet des volontés quant à ses comptes en ligne, ça ne veut pas dire qu'elles vont être respectées, d'une part, par les entreprises technologiques, puis d'autre part, les héritiers qui se retrouveraient à devoir mettre ça en œuvre n'auront peut-être pas le pouvoir légal de les mettre en œuvre. Donc, je retourne à mes deux questions initiales. Première question, est-ce que les héritiers ont le droit d'accéder aux données numériques d'une personne décédée? La réponse est probablement pas, étant donné qu'il y a énormément de restrictions dans les lois sur l'accès aux renseignements personnels d'une personne décédée. Autre question, une personne peut-elle émettre des dernières volontés contraignantes quant à ses données numériques? Et évidemment, c'est hautement incertain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de disposition spécifique à cet égard-là. Donc, pour les solutions, mais évidemment, je pense que vous me voyez venir depuis le début, c'est-à-dire qu'il s'agirait de changer la loi, évidemment, pour permettre deux choses. Pour permettre, d'une part, un accès élargi plus grand pour les héritiers des personnes, pour permettre d'accéder à certains types de données. Et d'autre part, permettre aussi le respect des dernières volontés d'une personne face à ses données numériques. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait à l'étranger. Aux États-Unis, les lois ont été changées pour répondre justement à ces deux problématiques-là. Et en France aussi, la loi a été modifiée pour aller dans ce sens-là. Je vais prendre l'exemple de la France qui... J'ai pesé sur quelque chose qui est... Je vais le faire, je vais poursuivre de mémoire simplement. En France, on a modifié la loi informatique et liberté en 2016 pour permettre deux choses, en fait. Merci.
D'abord, pour permettre des droits d'accès élargis pour les héritiers. Donc, mais la loi française, elle ne donne pas aux héritiers accès à toutes les données d'une personne décédée. Hein. Ce dont à quoi on va donner accès en droit français, ce sont des données qui s'apparentent à des souvenirs de famille ou à des biens numériques, mais on ne donnera pas accès à des données plus intimes, je pourrais dire comme ça, c'est-à-dire des données, par exemple, des courriels ou de la messagerie privée. La loi ne donne pas d'accès par défaut aux héritiers à ce genre de données-là. De sorte que le droit français permet un certain équilibre pour les héritiers entre, d'une part, les intérêts des héritiers, d'une part, et quand même un certain respect de la confidentialité de la personne décédée, d'autre part. Un équilibre qui me paraît particulièrement plus judicieux que ce qu'on a en vigueur au Québec, où l'accès me paraît indûment restrictif. Donc, droit d'accès élargi pour les héritiers. Autre disposition de la loi française, le droit d'émettre des directives contraignantes face aux entreprises technologiques, qui n'ont pas de forme obligatoire. Donc, je peux émettre des directives verbalement. On préfère évidemment les faire par écrit face aux entreprises technologiques. On peut désigner une personne pour les mettre en œuvre dans la loi, évidemment. Et on peut enregistrer ces directives-là auprès d'un tiers aussi pour s'assurer qu'elles soient mises en œuvre. Ça ressemble un peu à ce qu'on a comme au Québec en matière de testamentaire. On a un registre des testaments. Donc, moi, je crois que la solution française, elle est grandement inspirante pour le contexte québécois. Mais évidemment, en guise de conclusion, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'exposé juridique que je viens de faire de manière très succincte est quand même hautement théorique et je suis parfaitement conscient qu'en pratique, les gens vont souvent contourner la loi ou les restrictions imposées par la loi pour accéder aux comptes. Gary l'expliquait d'ailleurs. Il expliquait de donner les mots de passe, de prévoir des directives quant à ces comptes. Donc, on contourne un peu en pratique les obligations de la loi. Souvent, les gens vont soit utiliser les mots de passe à la personne décédée pour accéder à ses comptes, la personne a peut-être laissé ses ordinateurs connectés par défaut à ses comptes en ligne, donc vont s'en servir pour y accéder. Ou souvent, les gens vont carrément rien faire. Je suis conscient aussi que les conditions d'utilisation, les pratiques des entreprises, c'est souvent ça qui va déterminer bien plus que la loi, c'est quoi qui arrive des renseignements personnels d'une personne après sa mort. Donc, les entreprises technologiques ont beaucoup de pouvoir à cet égard-là et ils se gardent souvent une très grande discrétion de qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand elles donnent une donnée suite à la mort d'une personne. Moi, j'estime que le contexte actuel, en pratique, n'est pas complètement adéquat pour les consommateurs, pour amener à certains préjudices. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait modifier les lois. Donc, j'arrête ici. Je laisse la parole à Nadia. Merci. Bonsoir, petite conversation joyeuse ce soir. Pour ceux qui se poseraient la question, moi, ce domaine-là, je l'ai exploré, entre autres, dans mon examen doctoral, parce que c'est une grande partie de mon doctorat qui porte sur la communication en ligne et surtout tout ce qui est relié à la captation des données, puis après la mort, etc. Fait que moi, je me suis intéressée justement plus à ce que ça change dans notre vie, finalement. Puis c'est quoi ces dispositions-là que les entreprises ont mis, finalement, ont fait pour nous, pour qu'on puisse, finalement, un peu prendre en charge, si on veut, notre mort numérique, parce que c'est un peu de ça dont il est question, je dirais notre vie sur le numérique après la mort, si on veut. Et donc, notre vie en ligne, ça ressemble à quoi? Notre vie en ligne, ce sont des données. Et souvent, les gens ont tendance à croire que notre vie en ligne est complètement dématérialisée. Je vous ai mis ici 2 photos de fermes de serveurs. Une qui a été prise, c'est une ferme de Google. Ça a été pris par un artiste, John Gerard, qui s'amuse à aller photographier les serveurs de Google. C'est ça qu'il fait avec l'argent qu'il a pour ses expositions. Et ensuite, il expose des très grandes photos comme ça. Pourquoi il fait ça? Parce que généralement, les serveurs, on ne veut pas que vous sachiez où ils sont. Quand il y a des fermes de serveurs à Montréal, la géolocalisation est très peu précise, fait que vous ne savez pas où sont entreposées les données. À côté, c'est une ferme de stockage de données à Luleå, en Suède. On se permet de l'exposer parce que je peux vous garantir que vous allez avoir un peu de difficulté à la trouver si vous allez en Suède. Généralement, les serveurs sont dans des zones un peu éloignées. On en a un petit peu ici au centre-ville, entre autres pour servir tout ce qui touche la bourse, etc. À New York, il y a des
d'immeubles au complet qui sont vidés et remplis de serveurs. Fait que c'est l'idée que toutes ces données-là, ce sont quelles données? Ce sont les nôtres. C'est les données. Chaque fois qu'on publie quelque chose en ligne, on contribue à générer des nouvelles données. Quand on envoie des courriels, tout ce qu'on fait en ligne, ce sont des données, autant de données qui sont chez des compagnies privées, chez Google, chez Facebook, chez Twitter, Snapchat, si vous en êtes. Je pense Snapchat, je regarde, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont du groupe d'âge Snapchat ici. Là. Même mes étudiants, là, rendus dans début vingtaine, commencent des fois à être un peu tannés de Snapchat. Fait que je ne m'attends pas à ce que vous soyez nécessairement là-dessus. Mais donc, Instagram, etc., on a des comptes partout, des fois des comptes dont on oublie le mot de passe. On continue on s'en crée d'autres. Ça, je suis en train de penser à ma mère, là, avec ses 2-3 comptes Facebook, puis elle alterne selon quel mot de passe elle retrouve. Fait que, disons qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et on n'est pas conscient. Si jamais vous aviez l'idée, là, en recherche, on le fait des fois pour s'amuser, Facebook, maintenant, peut vous envoyer toutes vos données. Vous allez choisir votre format. Est-ce que vous aimeriez ça en Excel, en PDF? Généralement, vous avez pas mal de centaines de pages de données. C'est épeurant et on n'en est pas conscient. Que vous mettez une photo en ligne, les photos qui ont été prises ici, il y a des métadonnées qui correspondent à ça. Et nous, on est finalement des générateurs de notre vivant de données. Et après ça, on se demande justement, comme Gary nous le disait à juste titre, après notre mort, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on va continuer à être des profils marketing? Il faut y penser. Et on a tendance, regardez, c'est mes petites œuvres d'art, un artiste qui s'appelle Piet Janten, qui fait plein d'œuvres comme ça, absolument réjouissantes. Donc, on a tendance à oublier la mort. Souvent, ce n'est pas quelque chose dont on veut discuter comme ça, ouvertement, à moins que vous soyez à ma place et que vous en faisiez un sujet de recherche. Mais évidemment, à force d'oublier quand même et de se divertir sur Facebook, on continue justement à générer des données qui vont nous suivre après notre mort. Vivre une mort, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la question sociologique, anthropologique, nos rituels. Comment est-ce que les réseaux sociaux transforme ce qu'on vit quand quelqu'un décède. Bien, au 20e siècle, vivre une mort, ça prenait une toute autre tournure. On est déjà au 21e siècle, puis ça équivaut en Occident de plus en plus à amorcer un processus, puis on en parlait tout à l'heure justement avec Alexandre, parce que c'est un processus qui est social et administratif. Vous vivez une mort, et ça, c'est un sociologue, Tony Walter, qui explique très bien ça dans plusieurs textes. On va, généralement, quand quelqu'un décède, on doit interagir avec l'administration, puis on doit aussi vivre un deuil, peut-être avoir un processus auprès de tous nos proches qu'on doit aviser, etc. Fait que c'est donc à la fois social et administratif. Et dans plusieurs écrits, on va parler, plutôt que de parler de deuil, on va parler du travail de la mort, parce que ceux qui l'ont vécu, s'occuper de la succession de quelqu'un, puis tout ça, c'est un travail. C'est quelque chose, puis souvent on est en deuil, donc c'est pas évident. En anglais, on parle de death work, et puis ce travail-là, c'est une suite d'actions qui sont performées par une chaîne d'intervenants. Puis les chaînes d'intervenants sont de plus en plus nombreuses. Il était une époque où c'était votre prêtre, puis ensuite la personne qui allait s'occuper de l'enterrement. Maintenant, vous allez avoir peut-être des policiers, s'il y a des questions, par exemple, criminelles reliées à cette mort-là. Si vous avez des croyances ou que la personne en avait, vous allez interagir aussi avec un prêtre. Possiblement un médecin légiste pour déterminer qu'est-ce qui a causé le décès, un fournisseur de services funéraires, peut-être un psychologue ou des groupes de soutien si vous avez besoin d'avoir des conseils pour vivre votre deuil. Et tous ces gens-là, on les appelle des médiateurs de la mort, je traduis ici librement, le Mediator Death Work, parce que ce sont ceux qui vont écrire l'histoire ou consigner chacun à des parties de l'histoire de la personne qui est décédée pour les communiquer ensuite aux vivants. Pensez quand on écoute des émissions là, sur la mort de quelqu'un, puis là, on interviewe différentes personnes qui nous expliquent comment c'est arrivé, qu'est-ce que le médecin pensait, etc. Ça fait toute partie de ce processus-là, du côté justement anthropologique, sociologique, de ce qu'on veut voir là-dedans. Et quand on parle de la médiation de la mort et du deuil, ça, c'est très récent parce que, n'oubliez pas qu'avant, je dirais la deuxième moitié du 20e siècle, quand quelqu'un décédait, c'était dans votre village, les proches autour, vous publiez peut-être quelque chose dans un média local. Maintenant, quand quelqu'un décède, là, vous avez souvent une page Facebook, la personne avait une présence numérique,
Tout ça, tout d'un coup, fait que la nouvelle est communiquée à beaucoup plus de gens qu'auparavant. Il y a même des cas où quelqu'un est décédé, puis il y a de la recherche qui s'est faite là-dessus, puis les gens discutent sur Twitter, par exemple. Et là, ça peut être un de vos proches. Quelqu'un a vu un avis de décès. Ils ont dit, mon Dieu, c'est jeune, ça, pour mourir, ça n'a pas de bon sens. Et là, les gens vont entretenir des conversations à ce propos-là pendant des fois plusieurs jours. Ils font ça pourquoi? Ils font ça pour donner un sens à ce qu'on trouve toujours encore insensé, des gens qui meurent injustement, qui meurent trop jeunes, qui meurent d'une façon triste ou qui meurent seuls. Et là, effectivement, on va faire il y a une idée, je voudrais, de storytelling autour de ça. Puis là, présentement, on est dans une situation où, après la mort biologique, quand le corps est éteint, bien, le défunt demeure actif souvent dans le monde des vivants, parce qu'il va y avoir des questions, il va y avoir des interprétations à propos de l'identité du mort. Mais là, avec le web, tout d'un coup, toutes ces questions-là sont dans la sphère publique ou communautaire. Vous êtes peut-être 12, 15. Moi, souvent, je suis allée voir des pages, par exemple, de gens qui étaient décédés de façon tragique, violente. Souvent, ce ne sont pas seulement les proches. Tout ce qui est public sur la page va être commenté par des gens qui ne connaissaient pas la personne, mais qui viennent offrir leurs condoléances, qui essayent de trouver un sens à ce qui s'est passé, qui veulent eux aussi contribuer à rassurer les proches puis à leur dire que tout ira mieux bientôt, etc. Et ça, maintenant, ça étend à nos rituels funéraires tout d'un coup, un plus large public. C'est plus juste votre famille, les gens avec qui la personne travaillait, vos collègues de travail, puis des amis un peu proches ou éloignés. Ça peut devenir un grand deuil en ligne, et vous remarquerez d'ailleurs, dans le cas de personnes qui sont connues, c'est souvent ce qui arrive. Ça devient un processus de deuil qui peut s'étaler, dans le cas de personnalités publiques, sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. On va continuer, on va publier des photos de la personne, on va faire des témoignages, on va aller mettre toutes sortes de petits mots en ligne sur ses présences numériques. Et là, on voit ici les 4 phases du deuil. Il y en a 5 chez Kubler-Ross, mais là, les 4 principales, qui est accepter la réalité, surmonter la douleur, s'ajuster au changement et créer une nouvelle relation avec le défunt. Puis-je vous dire qu'avec Facebook, par exemple, créer une nouvelle relation avec le défunt, ça prend un tout nouveau sens. Vous avez probablement vu des pages où les gens vont commenter des fois 1 an, 2 ans après la mort de quelqu'un. Est-ce que vous avez vu ça quelque part des fois peut-être dans votre entourage? Bien, tout d'un coup, cette nouvelle relation-là, comme dans le cas qu'on parlait tout à l'heure, elle est différente. Il y a des gens qui vont dire « Non, moi, je ne veux pas voir ça ». D'autres qui vont dire « Moi, au contraire, j'aimerais aller me recueillir sur la page Facebook de mon proche qui est décédé ». Et là, ça nous fait justement de nouvelles façons, pardonnez-moi, de vivre un deuil. Et là, on a des nouveaux rituels. Pardonnez-moi, il manque un X. Il faut être professeur, faire des affaires comme ça. Des nouvelles célébrations, j'en fais peut-être trop de PowerPoint chaque semaine, qui sont libératrices. Et là, comment est-ce que ça va se faire? Bien, là, vous avez les rituels traditionnels, c'était par le biais de la veillée mortuaire, la publication nécrologique. Donc, on publiait dans un média pour que les gens le sachent. Vous remarquerez que les publications nécrologiques, maintenant, se trouvent toutes en ligne aussi. Souvent, l'organisme avec qui vous allez faire affaire va les publier aussi sur son site Web. On va avoir les arrangements funéraires. On aura donc les groupes de soutien, l'aspect spirituel même que va constituer la cérémonie qu'on va faire. Et là, c'est pas pour rien, on parlait un peu tout à l'heure de la loi sur les rituels là, qui a été changée au Québec. C'est parce que ces formes de rituels-là changent énormément. Vous remarquez que les salons funéraires ont plus un aspect salon funéraire. Il y en a qui ressemblent à des cafés, qui sont vraiment très différents. Les gens, souvent, ne veulent plus même faire leur rituel dans des espaces comme des églises ou des espaces plus, je dirais, signifiants en termes de confession, tout ça. Ils vont vouloir que ce soit même peut-être dans une salle de réception. J'ai une amie qui est décédée en 2009. Elle ne voulait pas que ce soit dans un lieu religieux. C'était une salle de réception. Et comme elle était très active sur le web, on avait des vidéos, des photos d'elle un peu partout dans la pièce, sur des écrans. Et puis, on pouvait justement se recueillir devant les moments qu'on avait passés avec cette personne-là. Ça change pas mal, tout ça. Et ça change avec le numérique parce que vous avez des photos. Au moment d'un décès, les gens vont avoir tendance justement à venir publier. Leurs tâches de deuil se font de plus en plus sur Facebook, je dois le dire, sur Instagram pour les plus jeunes. Si ça vous intéresse, si vous avez des intérêts comme les miens sur Instagram, si vous faites le mot-clic RIP ou funeral en anglais, vous allez voir plein de jeunes gens qui prennent des photos dans les funérailles. Et ça, c'était quelque chose qui existait avant.
Hein, on avait des pratiques où la famille prenait des photos, mais c'était privé avant, ce genre de pratique-là. Et par exemple, on va voir aussi en Amérique du Sud même des mises en scène pour des funérailles. Puis là, ça commence à influencer aussi d'autres pratiques qu'on a aux États-Unis et ailleurs. Et ça fait comme un métissage des pratiques reliées justement à tout ce qui est funéraire. Et ça change beaucoup la chose. Vous allez voir aussi des clips YouTube, hein, des hommages qui vont être présentés justement des personnes. On en a énormément, ça aussi. Les gens vont les présenter souvent dans le lieu hein, où est-ce qu'on rencontre les gens pour le rituel funéraire, puis ensuite vont les mettre en ligne. Et là, justement, hein, c'est pas d'hier. Moi, j'ai retracé, là, déjà à la fin des années 90, il y avait énormément de sites qui proposaient hein, d'avoir votre héritage numérique en ligne, de prendre ça en charge. Quand on a annoncé la conférence cette semaine, tout de suite, il y a des entreprises qui m'ont écrit, parce que j'ai déjà été plus active avant de faire mon doctorat comme conférencière, puis dans le milieu numérique, pour me dire, « Hey, j'ai un service, moi aussi, hein, que je suis en train de mettre. » là, c'était un grantwill.com pour faire son testament numérique en ligne, puis céder ses présences numériques. Donc, vous avez des entreprises comme My Dead Space, hein, alors, plutôt que MySpace, My Dead Space, où est-ce que vous pouvez soumettre la nouvelle, par exemple, de quelqu'un qui est décédé. Et vous avez Legacy.com qui existe depuis 1998, mais il y en a des tonnes. Il y a en France, il y a aussi Monparadis, je pense.com, etc., qui sont des livres numériques qui servent finalement à aller faire vos témoignages de sympathie, les condoléances pour les gens qui sont décédés. Et ça existe depuis le web, là, hein, c'est 89, 90. Bien, déjà en 95, les gens avaient commencé à dire, bien, on va faire des lieux où les gens vont pouvoir aller exprimer hein, leurs condoléances dans le monde numérique. Fait que donc, on a déjà tout ça. Et là, maintenant, Facebook. Facebook, on le disait, hein, Facebook a été fondé en 2004, ça a été ouvert à tous en 2006, et déjà en 2007, là, dans la littérature, on retrace justement des pages qui avaient été créées et il avait appelé Facebook pour essayer de négocier pour que ça soit transformé en page justement commémorative. Et ce sont souvent des chercheurs qui sont allés rencontrer Facebook et ont dit, hey, là, les usages changent. On ne va pas se retrouver avec plein de pages actives de gens qui sont décédés. Ils ont commencé tranquillement à accepter des demandes, mais sans trop en parler. Ça, c'est autour de 2007. Et là, les gens, ne comprenant pas le processus de Facebook qui a commencé vers 2009 à nous témoigner, hein, nous dire, voulez-vous changer les pages en pages commémoratives? Ça ne vous donne pas nécessairement accès au compte, mais la page reste active et vous pouvez aller publier encore vos commentaires, aller vous recueillir là-dessus. Et moi, quand j'ai parlé avec des gens qui font ça, c'est vraiment ça. Hein. Quand ils ont le goût de parler à la personne, ils vont sur la page Facebook puis ils regardent qu'est-ce qui s'est dit. Fait que là, ce que j'ai constaté, c'est que présentement, ce qui marche le mieux, ces pages-là ne sont pas encore si populaires. Aux États-Unis, les groupes RIP. Je vous en donne un ici. Hein, c'est justement là, Ben Alsal, qui est décédé en 2009. Le groupe est encore actif. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, les gens publient des choses, discutent de lui. Et ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est que j'ai trouvé énormément par l'outil de recherche Facebook de pages RIP qui s'étalent de 2009 jusqu'à 2015, à peu près dans celles que j'ai trouvées, dans toutes les langues d'ailleurs. Hein, les gens utilisent toujours le hashtag RIP quand même. Fait que donc, ce qu'on voit, c'est que même si Facebook vous dit, bien, tu es capable, tu peux transformer la page en page commémorative, les gens n'ont pas capté encore l'information, puis eux, ce qu'ils trouvent plus agréable, c'est de faire un groupe, puis d'être entre eux, puis ça, c'est pas public, souvent, ces groupes-là. Moi, j'ai pris ce qui était la portion publique, mais tout n'est pas public dans ces groupes-là. Mais là, vous avez la possibilité. Tantôt, Alexandre disait, ce sont les compagnies privées hein, qui ont encore le plus de pouvoir là-dessus. Bien, Facebook le fait. Facebook a mis à votre disposition, depuis 2009, un formulaire que vous pouvez remplir en ligne qui vous permet de transformer le profil d'un proche en page commémorative. Vous pouvez même céder votre compte Facebook à votre décès par un formulaire. Vous pouvez nommer un légataire sur Facebook. Ça, c'est le formulaire, c'est demande de commémoration. Alors, vous avez juste, si vous avez par exemple des pages de gens de votre famille qui n'ont pas été transformées en pages commémoratives et que vous souhaitez le faire, moi j'ai fait ça tantôt, je l'ai fait pour Alexandre, je suis capable pour moi, oui, vous allez sur Google et vous faites commémoration Facebook, puis vous allez tomber sur ce formulaire-là.
Et là, vous avez juste à fournir l'avis de décès, souvent pas grand-chose, votre lien avec la personne, et on va changer la page en page commémorative. Mais vous n'aurez pas accès au reste du profil, puis aux données, puis tout ça, juste à l'aspect public qui va devenir commémoratif. Et là, si vous, déjà de votre vivant, je connais des gens qui l'ont déjà fait, vous voulez léguer votre compte Facebook, il y a aussi une page pour ça. Il y a une page pour déterminer un contact légataire et voir quel est son rôle. Et ce contact légataire-là, justement, pour des questions de vie privée, par exemple, il y a des choses qui ne seront pas présentées, comme le contenu de certains messages personnels ne sera pas présenté, juste les messages que la personne échangeait avec vous. Et vous pourriez, par exemple, dans ça, demander de supprimer votre compte en le cédant à un légataire, dire « Moi, quand je ne suis plus là, on enlève ça, on supprime le compte. » Et ça, c'est nouveau parce que Facebook ne l'offrait pas avant. Fait qu'un coup que la personne était décédée, on n'avait pas grand choix. C'était un peu compliqué. Mais maintenant, c'est depuis l'an dernier, je crois qu'on peut nommer un légataire de son compte. Et comme Instagram appartient à Facebook, la même politique est là aussi. Alors, vous pouvez rendre un compte. C'est drôle parce qu'ici, on va dire commémoratif. En France, ils disent mémorial. Ils ont pris le nom puis ils l'ont juste francisé, ce qui est des fois un petit peu plus facile. Donc, on a justement, si on veut transférer cette politique-là sur Instagram. Fait que la même chose peut être appliquée. Vous pouvez donc, si quelqu'un est décédé puis qu'ils avaient un compte Instagram, vous pourriez demander justement que le compte soit rendu, soit mémorialisé. Et à ce moment-là, c'est qu'on ne peut plus interagir autant avec le compte, mais on peut voir encore le contenu, puis des gens peuvent encore commenter dans certains cas selon ce que la personne aura déterminé. Et là, ils ont mis à jour Facebook. J'ai dit 2007, on commence à avoir des comptes. 2010, pas mal tout le monde a accès. Et en 2017 seulement, Gary, on a commencé à s'intéresser à votre histoire avec le petit garçon là, dont les parents ne voulaient pas, les deux, la même chose. Et là, ils ont engagé une spécialiste des politiques, Monica Bickert, puis elle a incité justement les gens à se parler. Ils ont écrit un long billet qui expliquait les implications d'avoir un compte, etc. Et là, elle incitait justement les proches d'un défunt à respecter la volonté de celui-ci dans la gestion de son identité sur le réseau, présumant qu'il avait peut-être expliqué ce qu'il voulait de son identité. Et là, Bickert utilisait le cas hypothétique du décès d'une jeune femme, et ça, c'est arrivé bon nombre de fois, fait que c'est pour ça qu'elle peut l'utiliser, qui cite les conflits entre deux parents. Le père, c'est exactement la situation dont il nous parlait. Le père qui, lui, ne veut pas, par exemple, que le compte reste là parce qu'il dit « J'ai pas envie que tout le monde vienne commenter ses photos après son décès. J'ai pas envie de toujours me faire rappeler la date de son anniversaire, puis tout ça, puis d'être pris à essayer de faire mon deuil en étant comme attiré pour aller revoir, finalement, le temps où ma fille était vivante. » Et là, les deux doivent négocier. Et c'est ce qu'on demande parce qu'il paraît qu'il y a des chicanes légales vraiment énormément parce que des gens rendent le compte mémorial alors que d'autres auraient voulu le faire éliminer. Et petit détail intéressant, quand vous avez un profil sur le réseau, quelqu'un décède, et à partir du moment où des gens ont des conversations sur son profil où ils disent « RIP, je suis désolé, t'es parti trop tôt, etc. », Facebook a des algorithmes, a de l'intelligence artificielle, et il est possible qu'avant même, si surtout il n'y a pas de légataire, qu'il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises dans le compte devient un compte commémoratif par défaut. Et ça, c'est vraiment, on l'a remarqué, vous allez le voir aussi, ceux qui suivent l'actualité, quand il y a des meurtres, des morts violentes, surtout, on dirait que c'est encore plus rapide. Quand on voit surtout qu'il y a des éléments d'enquête, tout ça qui sont dévoilés sur la page de quelqu'un qui vient de décéder, puis tout d'un coup, oups, le compte devient un compte commémoratif. Ça peut être Facebook, ou on peut même, dans certains cas, il y a un formulaire, les policiers peuvent demander qu'il soit suspendu temporairement. Tu iras voir ça. Tu peux si tu as un avis d'un juge, tu as un formulaire que tu peux remplir pour qu'un compte soit juste suspendu, puis après ça, on décidera selon ce que la famille veut. C'est fou, parce qu'ils sont vraiment, ils se substituent à nos lois, mais il y a tout ça qui est là maintenant. Et là, Twitter, maintenant, propose aussi des solutions. Ça, c'est dans le cas, Alexandre, d'une mort violente où il y a une enquête, puis tout ça. En 2017, Twitter proposait aussi, ça c'est récent, c'est l'année dernière, quand Facebook a refait sa politique, Twitter a dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Parce qu'il y a plein de comptes Twitter de gens qui sont décédés, qui sont encore là, et que vous pouvez encore, par exemple, dire « telle personne », puis l'interpeller. Et ce que ça fait quand on veut justement rendre le compte commémoratif, c'est qu'on ne peut plus interpeller la personne, etc. Ça fait que le compte est juste là
pour le souvenir de ceux qui veulent l'avoir. Et vous pouvez justement demander à Facebook là, de rendre ce compte-là soit inactif, commémoratif, ou en tout cas, il y a toutes sortes. Là, ils vont même respecter, qu'ils disent ce que les proches désirent dans ce cas-ci. Fait que là, vous pourriez même demander d'enlever certaines photos, etc. Fait que là, il y a des choses, mais ça, c'est pour la même raison. C'est aussi parce qu'ils ont eu des problèmes. Il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites sur les discussions qu'il y avait là-dessus, sur les comptes commémoratifs. Et là, j'ai parlé de données. Hein? On en a des données, hein? Vous en avez en masse. Si on décidait de se faire un robot conversationnel avec nos données, Black Mirror, là, il n'invente rien. Hein? Black Mirror, moi, j'ai pour opinion, comme vous connaissez la série Black Mirror, je pense que c'est dur d'y échapper, que je pense qu'ils vont voir les brevets qui sont demandés en ligne, puis à partir de là, ils font leurs épisodes. Parce que il y a un site qui s'appelle Eternity.me, là, que vous voyez ici à gauche, où vous pouvez vous inscrire présentement. Et Eternity.me propose rien de moins que de créer, à partir des données que vous aurez cédées, un robot conversationnel qui vous remplacera, fait qu'il pourra parler avec vos enfants. Et moi, je suis en train d'entraîner un robot présentement pour m'amuser qui s'appelle Replica et qui est censé, à partir de ce que je fais comme entraînement puis des données que je lui fournis, devenir une version de moi qui pourrait être plus funny, plus le fun, peut-être aller faire des conférences pendant que j'écoute des soaps à la maison, je ne sais pas. Enfin, et donc, ça pose toutes sortes d'autres questions parce que il y a beaucoup de services comme ça en ligne qui vous proposent de gérer votre legs numérique et de faire toutes sortes de choses fantaisistes comme ça avec. Eternity.me, c'est là, vous pouvez aller visiter, on va tout vous expliquer ce que ça fait comme service. Et là, imaginez, qu'est-ce que ça pourrait être la suite? Vous continuez à animer vos présences en ligne. Moi, j'aime bien ça, penser à des foleries comme ça, à partir des données, par exemple, que vous avez laissées dans le monde numérique qui, probablement, sur Facebook, entre autres, en connaissent pas mal plus que vous pensez sur vous. Fait qu'il y a quand même tout ça. Et si vous aviez un blog, bien, peut-être que toutes ces données-là vont rentrer là, tout ce que vous avez fait sur Tumblr, etc. Puis là, vous pourriez, avec ça, faire finalement un robot conversationnel qui jaserait avec vos proches après votre décès. Ça a l'air fou, hein, mais ils sont vraiment en train de travailler sur ça. Moi, chaque fois que j'ai une idée folle comme ça, là, je m'en vais en ligne, je fais une recherche, il y a toujours quelqu'un qui est en train de le faire. Je me dis, hein, la folie nous devance tout le temps d'un pas. C'est vraiment... Donc, on en est rendu là avec le futur des données en ligne. Fait qu'autant dans ce que, justement, Gary nous parlait ou ce qu'Alexandre nous parlait, je pense qu'il va falloir y réfléchir, hein, parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un décide à qui on lègue notre compte tout d'un coup de nous animer en ligne, puis que là, je peux répondre encore dans 60 ans, en étant optimiste, que je ne pense pas être là dans 60 ans, à des questions sur, je ne sais pas moi, à mon filleul qui sera rendu pré-retraité, ou à qui je pourrais expliquer ce que je pensais en 2018, justement, du futur et des données en ligne. Fait que tout ça est possible. Pendant que nous, on pense à d'autres choses, hein, il y en a qui pensent à gérer notre pérennité dans les réseaux sociaux et dans l'univers numérique. Bien, je pense que je pense que ça peut conclure. Hein. Je vous laisse avec une réflexion là-dessus. Et voilà. Merci à nos trois panélistes. Merci Gary, merci Nadia, merci Alexandre. Maintenant, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos panélistes? Est-ce que vous voulez venir ici pour les besoins de Facebook? Hein? On va documenter tout ça. Oui. Ma première question, c'est par rapport à la valeur de nos données en ligne après la mort. Je m'intéresse en particulier il y a aux comptes de jeux, comme par exemple, on peut acheter un grand nombre de choses en ligne avec de la vraie argent. Je pense, et certaines de ces choses en ligne sont attribuées ou données à la personne après plusieurs années ou minutes d'utilisation. Donc, il n'y a pas d'argent qui a été donné à la compagnie pour obtenir ces choses-là, mais il y a un travail qui a été fait. Si je pense, par exemple, au jeu vidéo Hearthstone, où est-ce que jour après jour, la personne peut accumuler énormément de cartes, puis il y aurait un intérêt
clair à ce qu'une personne pourrait dire, ben je veux laisser mes cartes à telle personne après, ou genre, je sais pas, moi j'ai acheté des expansions, je voudrais que ces expansions-là puissent aller à telle autre personne. Il est possible de faire des cadeaux aussi sur plusieurs plateformes de jeux où est-ce que je peux acheter des loot box et les distribuer à mes amis. Si j'ai une balance, y a-tu quelque chose qui se fait par rapport à ça? Genre, y a-tu un intérêt légal? Y a-tu comme une base philosophique sur laquelle on peut s'appuyer pour dire à nos dirigeants comme « Hey, ça fait partie de nos vies maintenant, puis je voudrais qu'on change la loi pour faire des choses comme ça. » Je sais qu'il y a... Bon. Oui, je vais prendre la question, mais si mes collègues veulent renchérir, ça va me faire plaisir. Oui, ben en fait, la question que vous soulevez, c'est il y a des données qui ont une valeur économique. Moi, j'ai parlé surtout des données, nos posts sur Facebook et tout ça qui sont plus des renseignements personnels, mais il y a des choses là-dedans qui ont une valeur économique. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est vraiment pas simple. Première chose, pour que ça passe en succession, pour qu'on puisse hériter d'une chose, il faut que ça soit un bien. Donc, est-ce que de l'argent... dans quel jeu vous parliez exactement? Hearthstone ou World of Warcraft, il y avait de l'argent là-dedans, j'imagine. Bon, peu importe. Ça peut être aussi la musique que j'ai sur iTunes, par exemple. Ça peut être aussi des crypto-monnaies. Gary parlait tantôt de la photo qui vaut 1 milliard. Ça, c'est de la propriété intellectuelle aussi. Donc, c'est pas simple. Qu'est-ce qui pourrait passer dans la succession? Qu'est-ce qui ne pourrait pas passer dans la succession d'une personne? Probablement que certaines données, comme la propriété intellectuelle, comme la photo, ça pourrait passer dans une succession parce que c'est une chose susceptible d'appropriation qui a une valeur économique. Donc, ça pourrait être considéré comme un bien au sens de la loi. Est-ce que de la monnaie virtuelle dans World of Warcraft, ça pourrait être considéré comme un bien? Il y a des juristes qui disent que oui, il y a de la littérature là-dessus, mais à ma connaissance, là, il n'y a pas eu de reconnaissance par les tribunaux de ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que de toute façon, les contrats qu'on a avec iTunes, avec toutes ces compagnies technologiques-là, souvent vont dire c'est pas transmissible, ça vous est personnel, vous ne pouvez pas le revendre ou le donner ou quoi que ce soit. Donc, ces contrats-là vont aussi faire une très grande entrave à la possibilité de transmettre ce genre de choses-là. En fait, si je peux ajouter, Apple, ils appellent ça Digital Rights Management. En fait, quand on achète de la musique ou une vidéo, on n'achète pas le produit, mais on achète une licence d'utilisation qui n'est pas transférable. Ceci dit, World of Warcraft, parce qu'on l'a vécu dans notre famille, mon beau-frère qui avait accumulé de la valeur, habituellement, les termes et conditions sont pas mal toutes les mêmes pour les entreprises. C'est au décès, les comptes ne sont pas transférables d'aucune façon. Donc, dès le décès, normalement, tu ne peux pas rien faire avec ça. Mais ça, c'est un excellent point parce qu'il y a une valeur tangible. Puis je pense qu'au Canada, bien, oui, on a du retard, justement, au niveau législatif, à établir c'est quoi qui est un bien tangible dans ces cas-là où est-ce que les gens avec des heures ou même qui ont dépensé de l'argent pour acheter, il y a eu des transactions, puis il peut avoir même beaucoup d'argent. Là, on parle de milliers de dollars qui peut dormir là, mais ça prend quelqu'un qui va aller jusqu'au bout pour faire avancer les choses. Mais en effet, c'est très litigieux en ce moment. Tout ce qui a rapport aux droits de les jeux, les abonnements, les produits qu'on va créer, exemple avec des logiciels qu'on loue, c'est encore le Far West là-dessus. Là. Donc, si je peux rebondir sur ce que vous avez dit, au Québec, il existe une forme de contrat qu'on appelle le contrat d'adhésion. Ou est-ce que c'est la forme de contrat ou est-ce que le contrat est déjà préparé d'avance par la personne qui offre le service? On les retrouve beaucoup en droit de l'assurance ou en droit du logement. Et dans les contrats d'adhésion, il y a des dispositions dans le Code civil qui empêchent de céder certains droits de telle sorte que même si on laisse tomber le droit, comme par exemple, je ne pourrais pas
si je suis propriétaire d'un logement, puis je possède également une épicerie en bas du bâtiment, puis qu'il y avait une clause dans le bail qui dit si tu habites dans mon logement, tu dois faire ton épicerie dans l'épicerie qui est en bas du bâtiment, bien, une clause comme ça ne serait pas valide à la régie du logement. La personne pourrait signer le bail, entrer là-bas, aller faire son épicerie ailleurs, puis si, comme propriétaire, j'essaierais d'évincer la personne pour bris de bail, bien, je n'aurais pas le droit de faire ça parce que j'enfreindrais sur la liberté inaliénable de la personne de faire des affaires selon ses préférences. Puis, dans le fond, il y a des limites comme ça. Il y a des limites comme ça à ce qu'on peut faire dans un contrat d'adhésion. Est-ce que les contrats des compagnies numériques sont en fait des contrats d'adhésion, puis est-ce qu'il y a une base juridique en termes de droits fondamentaux ou de droits inaliénables que dans les conditions d'admission, dans le fond, on pourrait juger que ces compagnies-là, ben, ils exagèrent un petit peu dans leur demande? Très bonne question sur le contrat d'adhésion. Les contrats qu'on a avec Google, Facebook et toutes ces entreprises-là, dans la mesure où on est un consommateur, qui c'est une entreprise, ce sont généralement des contrats de consommation. Ça a même été reconnu par la Cour suprême. Même un contrat à titre gratuit, comme le contrat que j'ai avec Facebook, par exemple, dans la mesure où moi, je donne des renseignements personnels et j'ai un service en échange, c'est un contrat de consommation, du moins à mon sens. Et la Cour suprême va pas mal dans ce sens-là. Donc, oui, quand on est dans une situation juridique où on est dans un contrat d'adhésion, donc un contrat qu'on ne peut pas négocier librement les stipulations, effectivement, il y a certaines mesures qui nous protègent. Notamment, on a une protection contre les clauses abusives. Maintenant, est-ce que le fait d'interdire de céder les biens numériques que j'ai acquis dans un jeu vidéo, ça pourrait être considéré comme une clause abusive? Moi, je n'ai pas vu de décision là-dessus. Il y a aussi, j'imagine, Alexandre, la question du fait que c'est un contrat d'adhésion qu'on prend avec une entreprise américaine. Puis là, ça veut dire que là, si tu veux appliquer des choses qui se passent ici, c'est pas tout à fait pareil non plus, là. Si le consommateur est domicilié au Québec, c'est la loi du Québec qui s'applique. Ça peut créer des obstacles pratiques, là, souvent, parce que surtout si l'entreprise n'a pas de siège ici, mais il y a eu des décisions qui ont été rendues contre Google et contre d'autres compagnies, contre d'autres multinationales. C'est la loi du Québec qui s'applique, mais maintenant, est-ce que c'est une clause abusive d'insérer ça dans un contrat? Une clause abusive, c'est une clause qui désavantage qui prive d'un droit, là, vraiment. Qui désavantage de manière très importante le consommateur. Donc, écoutez, le débat est ouvert. Là. Écoutez, si ça vous tente de vous lancer dans un recours, parce que on moi, pourrait j'ai comme regarder ça l'impression ensemble. que ça n'a pas été documenté beaucoup, puis qu'effectivement, c'est qu'on signe, on accepte les termes et conditions. Quand on souscrit à un média comme ça, puis on ne les lit pas. Hein? Je n'ai pas sauvé, je pense que Facebook, c'est à 14 pages, là, fait que la plupart des gens ne le lisent pas. Moi, des fois, je soumets à mes étudiants les conditions d'utilisation d'Instagram, par exemple. C'est quand même plusieurs diapositives de fil qu'on regarde pour voir tout ça. Et ça change. Si vous ne lisez pas, souvent vous voyez ça passer sur votre écran. Nous avons changé la disposition relative à ça. Vous acceptez. On ne va même pas voir le lien. On fait clic, oui. Fait que souvent, on a accepté ces conditions-là. Puis là, c'est ça la question, c'est est-ce que ça nous prive vraiment de quelque chose qui est fondamental? Ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que c'est comme je dirais, un droit comme celui à ta liberté d'expression, n'importe quoi, je ne suis pas sûre. Là. Mais sauf que c'est un fait que ça n'a pas été exploré. Puis toutes ces questions-là ne sont pas explorées sur nos données numériques. Parce qu'il y a des choses qui changent. Facebook, là, au départ, il disait non, vous ne pouvez pas léguer votre compte, c'est-tu clair? Mais à un moment donné, ils ont fini par dire OK, vous pouvez nommer un légataire, c'est beau. Parce qu'ils vont aussi aller dans le sens de ce que les gens demandent, justement de d'autres pays qui, par le biais de leurs organismes de défense justement des citoyens, des consommateurs, vont dire wow, ça suffit. Par exemple, ici, comme on jasait avant, l'identification faciale par défaut, vous ne l'avez pas. Parce qu'on est au Canada, puis on trouvait que ça, c'était un peu intrusif. Fait que Facebook ne l'a juste pas déployé, comme il ne l'a pas déployé en Europe non plus. Fait que, par exemple, si vous êtes aux États-Unis, puis vous vous géolocalisez aux États-Unis, vous utilisez votre Facebook, vous allez voir, là, quand vous prenez une photo de quelqu'un, vous allez voir apparaître la suggestion de qui est cette personne,
pour identifier cette personne-là. Puis ici, on n'a pas, cette disposition-là. Fait que ça, c'est vraiment une question, je pense, faudrait que des autorités s'intéressent à la question que vous soulevez. Puis c'est pas la première fois que j'en entends parler. Là. Il y a plein de monde qui me parle du côté dans le jeu vidéo. Là. J'ai beaucoup d'étudiants que c'est leur sujet de maîtrise, puis ils sont comme... Oui, c'est parce que là, imagine quand tu as grindé telle affaire, puis que c'est à toi, tu l'as peut-être pas payé sur carte de crédit, mais c'est ton bien utilisable dans ce système-là. Pourquoi tu peux pas le transférer? Bien là, c'est ça. Il y a une question à se poser là-dessus. Juste pour ajouter sur la question des libertés fondamentales, peut-être, là, le droit de propriété, ce n'est pas un droit constitutionnel là, au Canada. Par contre, là, on a toutes sortes de libertés, là, mais le droit de propriété, ça n'existe pas. Peut-être dans une autre circonstance, peut-être. Dans d'autres juridictions, peut-être. Aux États-Unis, ils ont tendance à beaucoup plus reconnaître le droit de propriété. Mais moi, je dirais plus que la piste là, que vous soulevez, les choses sont interdites, même si on y a consenti théoriquement, ça serait beaucoup plus la piste de la clause abusive. Là. C'est un peu plus ça que vous soulevez dans le contexte d'un contrat d'adhésion, là, à mon avis. Merci, on a beaucoup de questions. En fait, pendant qu'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent prendre une petite consommation, il nous reste des billets pour du vin. Donc, on peut prendre vos questions parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. On a des demandes de vin sur la scène. Parfait. Quelle couleur? Rosé ici. Blanc, ça. Blanc. Pas fou, là, tu sais. Il y avait une question, je pense. Oui, il y avait monsieur ici. Bonjour. Donc moi, ma question, c'est savoir est-ce que les données biométriques sont des données à part dans la gestion des données? Ça, c'est un gros point. Au niveau de la technologie, il y a deux grandes frontières à contrôler, c'est les finances puis la santé. Justement, on donne l'exemple, ceux qui ont des Apple Watch, le débat veut que les gens qui se promènent avec ça, les données, qui les utilisent, qui vont les avoir, est-ce que c'est les compagnies d'assurance qui vont dire, bon, ben nous, on assure 2500 personnes chez Pratt & Whitney, puis on se rend compte que les gens bougent moins qu'ils bougeaient l'année passée, donc on va augmenter leur prime d'assurance de 8 cents, ça paraît pas. Donc ces données-là, ça revient tout le temps, les termes et conditions puis les politiques de confidentialité, on a un leap of faith, excusez l'anglicisme, mais on fait confiance énormément aux entreprises. Malheureusement, Facebook se sont fait prendre à quelques reprises à partager ces données-là. C'est un peu le Far West en ce moment que je parlais tantôt. On ne sait pas vraiment. Théoriquement, ces entreprises-là sont obligées de ne pas les partager. Quand on signe les termes et conditions quelque part, c'est ce qu'ils disent. Mais pratico-pratique, je pense, ça c'est mon opinion, c'est bien d'autres choses. Il y a des humains en quelque part. C'est le farming des données, c'est des humains qui les contrôlent, c'est des humains qui peuvent avoir accès. C'est là vraiment où est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Là. Puis c'est la course vers les données. Donc, je ne sais pas, Nadia a sûrement plus de données. Au niveau juridique, les données biométriques, ça va être généralement considéré comme des renseignements personnels, comme n'importe quel autre renseignement personnel. Donc, il n'y a pas vraiment de distinction dans la loi. Ce que la loi dit, par contre, c'est qu'elle impose des obligations plus importantes pour les données qui vont être considérées comme sensibles. La loi ne dit pas c'est quoi les données qui sont sensibles dans la loi. C'est autant une question de contexte. Mais une donnée biométrique, les empreintes digitales, reconnaissance du visage, ce genre de choses-là, généralement, là, on peut penser que ça va toujours être des données plus sensibles. Donc, les obligations des entreprises par rapport à ça va être souvent une information plus importante, consentement, pour s'assurer d'avoir un consentement express pour ça, des obligations de sécurité plus grandes. Et il y a aussi une particularité au Québec, quand on recueille des données biométriques, et je crois que ça existe seulement au Québec, et je crois que c'est quelque chose qui est très peu connu, mais une entreprise qui recueille des données biométriques au Québec doit s'inscrire à un registre gouvernemental, doit dire au gouvernement qu'elle recueille des données biométriques. Ceci étant dit, de l'avis de la plupart des experts, cette obligation-là est très peu respectée et même très peu connue des entreprises. C'est parce qu'on connaît mal aussi comment les gens captent des données biométriques. Là, on parlait de reconnaissance faciale. C'est pour ça qu'ici, on ne l'a pas. Mais donc, aux États-Unis, ça veut dire que Facebook, et on le sait, Facebook a la technologie, a le brevet pour reconnaître ton visage en faisant l'espèce de
de schèmes avec des points, ils peuvent donc te différencier d'une autre personne. Est-ce que c'est bon? C'est ordinaire parce que je peux te dire, pour l'avoir essayé aux États-Unis, parce que ma famille est en partie là-bas, les sœurs de ma mère se ressemblent toutes et on me donnait tout le nom de une pour les 4. Fait que donc, c'était ordinaire. Mais je sais qu'il y a certains États aux États-Unis où la captation de données biométriques sans l'autorisation de la personne, c'est défendu. Fait que même les caméras, quand des caméras de surveillance peuvent prendre des images, ils ne devraient pas être capables, justement, de prendre ton visage parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir ça. Mais on est en train de fabriquer, vous avez un téléphone Apple 10 maintenant qui fonctionne avec votre visage. Moi, j'ai un Apple un peu moins récent, mais j'ai aussi un Google Phone le plus récent. Puis on m'a dit que je pouvais activer toutes sortes de reconnaissances dessus. Je ne le ferai pas parce que effectivement, c'est un coup que c'est emmagasiné, ces données-là. Est-ce que tu as vraiment envie que ton visage soit associé à vraiment tes traits, à ta carte de crédit, aux transactions que tu fais, à tes autres données biométriques que tu captures, par exemple, avec un bracelet Fitbit? Ça, ce sont des questions sur la vie privée que je pense qu'on n'aborde pas assez et qui sont là en termes de données personnelles. Mais si on est une entreprise qui fait, et je sais qu'au Québec, malgré les lois dont tu parles pour avoir justement un conjoint qui travaille dans la publicité, il me dit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où il voit que on dépasse la limite qu'on devrait dépasser en termes de captation d'informations personnelles. Ça peut inclure justement les données biométriques. Là, c'est probablement là où est-ce que la loi n'a pas encore rejoint la technologie dans ses capacités. Par exemple, il pourrait avoir une caméra dehors, très loin, qui serait capable, puis on l'a vu avec même Google quand ils se promenaient avec leur service, tout ce qu'ils ont capté qui était discutable, disons. Ils ont capté toutes sortes d'images que plein de gens n'auraient probablement pas voulu retrouver dans Google Views. Bien, tout ça, on dirait que c'est... on a l'impression que c'est de l'intangible encore. Pourtant, votre visage, même si vous avez un frère jumeau, il est distinctif de l'autre personne qui serait censément votre double. Fait qu'il y a vraiment des précautions à prendre sur nos données biométriques. Mais à mon humble avis, et sans vous faire paranoïer, je pense qu'on ne les prend pas pour l'instant. Puis, j'allais dire enforcer, disons qu'on n'appuie pas assez pour que ça soit respecté. Puis les Américains, ça dépend justement des États, s'ils vont le faire ou pas. Juste pour vous donner un exemple, ça dépend tellement des législations, évidemment, de chaque pays. En Chine, je vais vous dire, ils ont quoi, 150, 200 millions de caméras en Chine, puis il y a un dossier de crédit, je parle personnel, autrement dit. Oubliez, est-ce que vous payez votre compte à tous les mois? Oui, c'est inclus, mais est-ce que vous avez traversé la rue à la bonne place? Est-ce que vous... c'est un crédit social, donc ils vous donnent une cote à vous, puis parce qu'ils sont capables de vous identifier à chaque seconde ou à peu près, puis vous faire un profil, est-ce que cette personne-là, c'est un bon citoyen ou un mauvais citoyen? C'est le vrai cas de Big Brother. Évidemment, est-ce qu'on s'en va vers là? Bien là, on est loin de la Chine, mais en Londres, c'est probablement le pays qui a le plus de surveillance, je pense, au pied carré. On ne sait pas en bout de ligne qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données-là, les endroits qui ont ces outils-là. Puis justement, à chaque fois qu'on utilise le téléphone, qui prend, il se débarre avec mon visage. En quelque part, ces données-là sont stockées. Donc, ça revient à ça. Encore plus, il y a plus de choses même qui sont stockées par nos appareils que ce qu'on voudrait le croire. Le cas du crédit social en Chine, c'est ça. Tu peux payer un taxi présentement avec ton visage. Tu vas au McDonald's ou au Kentucky Fried Chicken et tu peux payer avec... Ce sont des franchises, le Taco Bell, etc., qui l'utilisent là-bas. Tu peux payer avec ton visage. Et là, pour faire ça, il faut que tu mettes une application sur ton téléphone, qui est l'application de paiement par le visage, faciaux, là, si tu veux. Et là, à ce moment-là, l'application reconnaît ton visage, enregistre ça se fait par des points. On met des points partout sur où il y a des points de lumière un peu sur ton visage. Et là, quand tu arrives au restaurant, tu rentres la première fois un code qui est envoyé sur ton téléphone et là, eux, ils ont aussi ton visage associé à ta carte de crédit puis à tout ça. Ça se passe en Chine en ce moment et on aimerait bien planter ça ici. Imaginez maintenant, vous avez Amazon Go, où tu as une application et là, Amazon Go vient de demander un brevet pour pouvoir consigner tous vos achats passés puis avec l'intelligence artificielle, voir des patterns d'achat pour vous suggérer des choses. Fait que là, imaginez, vous associez maintenant votre visage à ça en plus de votre carte de crédit.
C'est un peu, puis là, moi, c'est comme ça, je vois, c'est la surveillance totale. Et c'est pas pour rien, vous parliez de l'Angleterre, Gary. L'Angleterre fait partie des gros projets de surveillance avec les États-Unis, puis d'autres pays, là, c'est Prism, etc. C'est vraiment des États où est-ce qu'on met des caméras sur la rue. Puis ici, on n'est pas rendu là. Hein. Quand on voulait des caméras là, dans des places publiques, les gens ont dit, sous toute réserve, les caméras partout. Là, on aimerait ça, que ça soit utilisé juste quand il y a vraiment des problèmes, pas tout le temps. Mais il y a quand même tout ça. Donc, imaginez qu'il y a des caméras dans la rue. On a votre visage associé à votre carte de crédit. Quand vous êtes sur la rue, la caméra, dans une manifestation, mettons, qui dégénère, on pense vous reconnaître parce que là, il n'y a personne encore qui a confronté ça, mais ça marche, mais peut-être pas tout le temps, quand on va le savoir. Et vous saurez qu'en plus, ils ont beaucoup de difficultés avec certains tons de peau, ces applications-là. Fait qu'évidemment, ils pourraient vous confondre avec quelqu'un d'autre, puis vous pourriez être accusé à tort d'avoir été à tel ou tel endroit. Fait que ça pose vraiment un problème de sécurité majeur, là. Fait qu'on n'est plus... on n'est même plus dans le domaine de la mort, on est dans... Genre, vous êtes fiché, puis voulez-vous être fiché encore plus? Moi, c'est un peu... Si vous permettez, moi j'aurais simplement un cas pratique par rapport à la biométrie à vous soumettre. On me confie la gestion on me confie le mandat de fermer le compte Google de ma grand-mère décédée. Finalement, donc je m'opère, je fais les démarches et là je tombe sur une double vérification de Google qui me dit on a envoyé un message texte à ton cellulaire. Qui est activé par le pouce de ma grand-mère. Est-ce que la solution, c'est moi d'être discret à l'exposition funéraire, puis de prendre la main de ma grand-mère et de le mettre sur le téléphone? Ou est-ce que je peux contraindre la maison funéraire à me permettre d'accéder à ce pouce-là? Je ne me prononcerai pas en avant de... Vous voulez savoir, juste, mettons que vous voulez fermer le compte. Je vais prendre... vous voulez fermer le compte de votre grand-mère, par exemple. Qui n'a pas laissé d'instruction à cet égard-là, par exemple. Est-ce que je prends ça comme prémisse? Prenons le cas pratique. C'est comme j'expliquais tantôt. La loi, elle ne vous donne pas de droit d'accès au compte de la personne. Donc, en fait, le fermer, ça serait simple. Le fermer, avec Google, certificat de décès, puis tout va se faire. Ouais. C'est si vous voulez accéder aux données. Accéder à certaines données, là, ça devient la boîte de Pandore. On ne peut pas contraindre la maison funéraire, par exemple, de nous donner accès à ces données biométriques? Je ne penserais pas que ça serait le bon chemin. Non. La façon de faire, ça serait plutôt d'envoyer un certificat de décès à Google. Ils ont des procédures, il me semble, là, pour fermer le compte. C'est une chose. Okay. Mais dans des cas, le défi, ça serait vraiment d'accéder aux données de grand-mère dans ces circonstances-là. Ça n'a pas laissé de volonté à cet égard-là. Ça n'a pas utilisé les options de Google. Si vous n'avez pas un motif d'intérêt économique direct, vous n'auriez pas accès aux données de votre grand-mère. Mais non, je ne crois pas. Puis de toute façon, si on applique la même logique dont j'ai parlé, vous demandez l'empreinte du pouce de votre grand-mère, donc vous demandez une entreprise, vous demandez l'accès aux renseignements personnels, l'empreinte du pouce de votre grand-mère à une entreprise. Elle n'a pas le droit de vous le donner de toute façon. La même logique s'applique à Google que s'applique à l'entreprise funéraire. Puis là, je pourrais peut-être explorer aussi toutes sortes de motifs qui tournent autour de la dignité de la personne aussi, là, la dignité du mort et tout ça, là, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est là que ça devient litigieux parce que depuis le début... Depuis les années qu'on fait ces conférences-là, moi, c'est pas compliqué. Je ne suis pas avocat, évidemment. Je dis qu'il faut usurper l'identité jusqu'à un point. Là. Puis, justement, le droit est très contraignant. Puis, on est tout le temps entre les deux en ce moment. De plus en plus, on vit finalement la zone grise. Là. C'est où est-ce que, même si on a accès, jusqu'où on peut aller, c'est comme si on disait, bien, ma grand-mère est morte, je vais prendre sa carte de guichet pour payer ses funérailles. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça, mais est-ce qu'on a accès? Oui, on a accès. C'est encore là qu'on a de la difficulté à faire la part des choses. Puis la loi n'est pas simple parce que, justement, en cas de décès, il y a le facteur temps qu'on oublie. En quelque part, là, il y a une question émotive, il y a un deuil, puis il faut prendre des décisions rapidement. C'est pas comme si, ben OK, on va en mettre dans le frigidaire pendant 6 mois, puis on verra comment on deal avec ça. On va garder le pouce. Exact. On va garder le pouce. Oh, mon Dieu. Suite à l'article qui vient de paraître dans Protégez-vous, le dernier octobre 2018, qui parlait de vos dernières volontés virtuelles. Et je voulais savoir, la sécurité des gestionnaires de mots de passe, est-ce qu'on peut s'y fier à ça? Ça fait combien d'années que tu as, je veux dire, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on regarde, puis il y a peut-être 1% des compagnies qui sont encore actives.
c'est comme n'importe quoi. Est-ce que vous devriez tout mettre vos données sur votre laptop à la maison? Je pense que ça prend un système de redondance. Il faut qu'il y ait une copie de secours en quelque part. Il y a de très bons logiciels aujourd'hui, plus que jamais, mais est-ce que je ferais confiance à 100% à ça? Je dis encore aux gens, une feuille de papier et un crayon, si c'est bien identifié, ça fait souvent la job. En moyenne, on a une trentaine de comptes en ligne. Fait qu'on n'a pas besoin de changer à tous les jours les mots de passe. Mais dans certains cas, oui. Par contre, je ne me fierais pas juste là-dessus. Je ne sais pas ce que Nadia... Oui, parce qu'effectivement, moi, j'en ai essayé beaucoup. Ils n'existent plus tous. À un moment donné, ces services-là, puis des fois, tu t'en rends pas compte. Hein? Ils peuvent aussi bien disparaître, puis tu ne l'as pas vu se passer. Parce que, vous pas, les compagnies dans le domaine technologique, là, justement, quand on parlait, tout à l'heure, je parlais de legacy.com, tout ça, il y a eu des gestionnaires de testaments funéraires, de testaments numériques, qui ont ouvert des sites, qui ont pris de l'argent, qui ont fait, et tout d'un coup, qui ont fait faillite. Et là, on n'a pas retrouvé, puis c'était même pas des faux Canada, il était aux États-Unis. Fait que les gens ont perdu leur testament numérique, finalement. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui arrivent. Fait que oui, c'est encore... Malheureusement, quand on parle même de sécurité, là, moi, je continue toujours à dire aux gens, justement, un petit cahier qui soit secret, cache-le chez vous, mets ça dans ton testament avec tes mots de passe, un document, quelque chose. Des fois, c'est encore la meilleure chose. Et pensez, justement, dans le cas, là, à peu près tout les services, maintenant, vont vous offrir de fermer avec le certificat de décès, avec l'avis de décès, puis tout ça. D'ailleurs, au départ, Facebook ne demandait tellement pas assez de documents pour fermer un compte que Mark Zuckerberg s'est fait fermer son compte plein de fois quand il y avait un autre Mark un peu plus vieux qui décédait. Fait qu'il y a vraiment... Il faut quand même être au courant de ça. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. D'abord, parce que, comme je dis, la mort, là, il n'y a rien qu'on aime plus que pas en parler ou en parler juste quand ça ne nous concerne pas. Mais ce côté-là des légataires, justement, de vos comptes, de où est-ce qu'on met nos mots de passe, puis là, c'est toi, pour la question, je pense, de la succession, tu aurais plus la réponse. Il y a vraiment un travail à faire parce que si moi, je ne veux pas que mes comptes restent en ligne, il faut que j'en parle à quelqu'un, il faut que je transmette ces volontés-là, ne serait-ce qu'au service ou via mon testament. Oui, en fait, tous les conseils qui sont donnés, qu'on voit beaucoup dans les médias. Dans les médias, quand on consulte les reportages, protégez-vous, mais ça, on voit ça partout. Ils disent, faites un inventaire de vos comptes, utilisez soit un gestionnaire de mots de passe, prévoyez des directives, faites ça maison, donnez vos mots de passe à vos proches, tout ça. Écoutez, je peux pas nécessairement être contre ces suggestions-là, mais moi, ce qui me choque, disons, choque peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais la difficulté là-dedans, c'est que c'est des trucs qui contournent les difficultés législatives actuelles. Si on avait des lois qui étaient adaptées, qui disaient, bien voici, les héritiers peuvent accéder aux comptes dans certaines circonstances, on n'aurait pas besoin de leur donner les mots de passe. La loi leur permettrait d'y accéder, puis les entreprises se plieraient à ça. Si on avait quelque chose dans la loi qui disait, on peut émettre des directives contraignantes face aux entreprises technologiques, on n'aurait pas besoin de faire ça, qui est un peu une façon de contourner la loi. Puis ça contourne aussi les conditions d'utilisation des entreprises technologiques qui nous disent non, on ne veut pas que vous partagiez notre mot de passe, mais si tu veux prévoir ta succession numérique, si tu ne veux pas être à la merci de la discrétion, du pouvoir discrétionnaire des entreprises technologiques, tu n'as pas vraiment le choix de faire ça avec les gens. Il y a un peu une zone grise actuellement. Puis je pense que ça milite beaucoup pour qu'on change les lois, à mon avis, là. Puis j'aimerais ça prendre 2 secondes. Il y a un point que depuis le temps qu'on parle de tout ça. Tout ça je gère de notre vivant. Puis ce que je me rends compte, surtout pour les ados, ceux qui ont des enfants, là, autant Birds and the Bees, là, les petits gars, les petites filles qui commencent à se prendre les mains et tout, je pense que c'est important d'avoir la conversation avec nos enfants de l'importance, de la permanence du web. Je pense que les gens n'ont pas, surtout les jeunes, n'ont pas l'impression comment c'est important, que c'est permanent, tout ce qu'on laisse sur le web, puis les effets que ça peut avoir à long terme. Donc, si jamais j'ai un message à passer, ayez la conversation, faire un petit peu attention. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a plein de cas, que ce soit des adultes qui ont perdu des emplois parce qu'il y avait une photo, professeur aux États-Unis qui a perdu son emploi parce qu'elle prenait un verre de vin puis que le conseil d'administration a décidé que ce n'était pas approprié. Des gens qui veulent aller, qui cherchent un emploi, qui ont eu super bonne note, mais il y a eu une photo que c'était une petite soirée qui a dégénéré.
on a besoin d'en parler de plus en plus, puis c'est pas autant avec l'intimidation que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder, mais comment que les jeunes n'ont pas l'impression que tout ce qu'on fait, il y a un effet de permanence, puis qu'on va avoir accès dans 2 ans, dans 3 ans. Malheureusement, c'est les pires photos qui sont le plus vues, le plus propagées. Donc, si jamais vous avez la chance d'en parler, là, ça serait apprécié. J'ai une question juste pour clarifier. Une fois qu'un compte y est fermé, est-ce que les données associées à ce compte, est-ce qu'elles sont supprimées définitivement ou est-ce que l'entreprise, est-ce que Google peut encore regarder mes courriels si je meurs? Il n'y a aucune preuve qui supprime rien. Et même si tu fermais demain un compte Facebook parce que tu ne veux plus l'utiliser, Facebook ne s'engage pas à supprimer les données. Donc, les données restent là. Et ça, c'est dans le contrat, justement, d'adhésion qu'ils peuvent garder les données. Alors, ça, c'est l'autre problème associé, justement, à la gestion des données après la mort, c'est qu'on n'a encore aucune idée, vraiment, même quand on mémorialise le compte, qu'on fait ci. Le compte qui est mémorialisé, je te dirais, c'est la pointe de l'iceberg. Hein, il y a tout en dessous, toutes les données que Facebook a recueillies pendant les années d'utilisation, qui sont beaucoup plus étendues que ce que nous, on présume comme utilisateurs et qui peuvent encore être utilisées à des fins de publicité pour mesurer l'impact des tel âge à tel âge. Puis vous avez vu avec les scandales comme Cambridge Analytica, tout ce qu'on peut faire avec vos données. Et ça, c'est là le problème. Moi, souvent, ce que je vais dire justement à mes étudiants, c'est les grosses fermes de serveurs, là, je les montre sur des bien gros écrans, là, justement, en disant « Ah, vous avez l'impression que c'est dématérialisé, hein? Vous mettez quelque chose, oups, vous ne le voyez plus. » Mais vous ne le voyez plus, mais il est consigné sur un serveur quelque part en Suède, peut-être à Cold Creek chez Google ou à une autre place comme ça, et vous ne le savez pas. Puis même quand vous fermez votre compte, presque tout reste là. Ces données-là sont probablement anonymisées à ce stade-ci, mais les données sont là quand même. Puis ils ont encore une valeur pour eux, pour faire des profils marketing, pour utiliser pour de la publicité, pour voir justement dans cette tranche d'âge-là qu'est-ce que les gens font. Même si vous êtes mort, vous avez quand même une activité qui peut être intéressante. C'est tout ce côté-là qui est encore très peu clair, puis que des chercheurs, des avocats, des gens qui sont du côté du droit, etc., vont essayer de les voir pour avoir plus d'infos. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu qui était très, je dirais, marquant, ce propos-là. Juste pour ajouter une petite chose, il y a une étude de M. Colin Bennett, je crois, de Colombie-Britannique, qui avait étudié les politiques des grandes entreprises techno à cet égard-là, puis arrivé à la conclusion que leur contrat les autorisait là, à conserver. Ben, c'est pas énoncé de manière très claire d'habitude, de toute façon, là, mais les contrats les autorisaient à faire ça. Puis de toute façon, on a vu des situations, par exemple, qu'une personne avait supprimé son compte, puis elle revient 1 an, 2 ans plus tard, et puis elle demande la réactivation de son compte, puis il réapparaît. Donc, forcément, ça nous indique qu'en pratique, peut-être que les données ont été conservées, du moins pendant un certain délai. Là. Ça coûte pas cher, le cloud. Je vous remercie. D'autres questions? Je vois que c'est un sujet qui en anime plusieurs. Je pourrais en prendre une dernière. Moi, mes panélistes, ils ont une petite dernière. Trop puis, les panélistes. Ouais. Quelles étapes est-ce qu'on peut faire? Quelles dispositions est-ce qu'on peut prendre de notre vivant pour éviter le plus possible d'imposer du travail à nos proches à notre décès? Est-ce que... ouais, comme y a-t-il des choses qu'on peut faire pour que ce soit plus simple ou moins? Bien, ça revient... Les étapes, c'est d'identifier où est-ce qu'on a des choses à garder, des souvenirs. Puis c'est pas autant juste les photos, puis les images, mais pas les images, mais les vidéos. C'est aussi le hardware, les outils, les téléphones, les appareils tangibles, que des fois, on a des choses qui sont stockées. Donc, les identifier. C'est surtout de faire le ménage. En bout de ligne, là, ça revient à ça. On consomme, on crée tellement de contenu, il faut identifier, il faut prendre le temps. Tu sais, de plus en plus, ce qu'on dit aux gens, c'est autant les valider les batteries sur les détecteurs de fumée 2 fois par année. Bien, on dit, prenez donc une demi-heure pour faire le tour de qu'est-ce qui est important pour vous. Parce que si
autant que nos données vont rester, je veux dire, de façon permanente sur le web, ils se fragmentent avec le temps si personne ne s'en occupe. Autrement dit, plus le temps va aller, si personne ne s'occupe d'un compte, bien, on va avoir des petits bouts qui vont disparaître à toutes les années. Donc, si on veut avoir des souvenirs de famille, parce qu'on n'a pas rien de physique, de tangible, c'est du numérique, il faut faut identifier ce qui est important pour nous, il faut les envoyer dans un endroit où est-ce qu'on peut les stocker, puis il faut donner des instructions. Donc, en bout de ligne, c'est ça, c'est prendre l'inventaire, donner les accès et surtout donner les instructions claires, puis faire le ménage si on a une chance. C'est un peu ça que je suggère aux gens. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose, en fait, parce que je m'attendais à me faire poser la question. Donc, le testament, là-dedans, en fait, souvent, les gens vont poser la question, est-ce que c'est une question que je dois traiter avec mon notaire en même temps que je règle mon testament? Ma suggestion à cet égard-là, et ce n'est pas un avis juridique, évidemment, mais ma suggestion, c'est que ça pourrait être quand même ça pourrait être utile dans certaines circonstances de glisser une clause à cet effet-là, une clause très générale sur ce qu'on souhaite qui arrive de nos comptes numériques après la mort dans le testament, parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines entreprises technologiques dont le siège est aux États-Unis qui vont demander une copie du testament lorsque la personne décède. Je ne suis pas certain de la valeur légale d'insérer une clause comme ça, mais ça peut toujours être utile. Puis je crois de toute façon qu'ultimement, les notaires devraient peut-être avoir un certain rôle aussi pour sensibiliser les gens sur ces questions-là. Ouais. Oui, c'est un super bon point. Puis dans ce qu'on dit quand on dit d'en parler à notre entourage, on l'a mis sur la présentation, d'en parler au notaire. Puis c'est pas parce qu'on pourrait changer notre mot de passe 23 fois par mois qu'il faut appeler le notaire et dire là, j'ai changé mon mot de passe de mon compte Hotmail, il va t'envoyer un bill. C'est pas de ça qu'on parle. Mais dire justement, comme Alexandre mentionne, qu'il y a une note qui dit, bien, il y a quelqu'un, allez voir cette personne-là, il y a un dossier qui devrait théoriquement être à jour, puis c'est tout là que c'est jamais clair, mais au moins le notaire est notifié qu'il y a quelque chose qui existe avec certaines dispositions, certains accès. Puis là, bien évidemment, ça joue avec le temps, mais au moins le notaire est avisé de tout ça. Puis je pense que c'est primordial que votre notaire soit avisé de ça, là. Merci beaucoup encore à tout le monde, vos questions. Merci à vous. Merci Alexandre, merci Nadia, merci Gary. Donc, vous pouvez nous revoir sur Facebook. C'était dans le cadre des 35 ans d'options consommateurs. Puis, je vous rappelle que le livre de Gary va être disponible demain, tracesvirtuelles.com. Merci. Merci.